Je vous remercie tous de vous être connectés et aujourd'hui, ce webinaire va nous permettre de porter un regard sur les actions réalisées dans les unités de soins par nos correspondants nutrition, bien sûr au sein de leurs équipes en collaboration avec tous les professionnels de santé, des actions qui sont faites pour prévenir, dépister et traiter la dénutrition. Nous avons demandé en introduction à Madame Sophie Nicofranc, cadre supérieure à la direction centrale des soins, d'intervenir pour nous expliquer le projet des EPP dénutrition et plus largement les projets en lien avec la prise en charge de la dénutrition au sein des Hospices civils de Lyon, puisque nous avons des actions entamées depuis de nombreuses années. Et Sophie, je te laisse la parole pour nous expliquer tout ça. Avec plaisir. Est-ce qu'on pourrait avoir la projection de la diapositive, s'il vous plaît? Oui. Merci. On vous propose un bref historique finalement du projet Dénutrition. Diapositive suivante. Merci. Donc, ces projets Dénutrition ont été initiés dès 2010 sur la volonté de la direction générale qui voulait mettre en place des actions pour améliorer la prise en charge de la dénutrition au regard des recommandations et des priorités HAS. Donc, ce projet était un projet nouveau à construire avec des ressources qu'il fallait imaginer et mettre en relation afin de créer une dynamique sur le sujet de la dénutrition et pouvoir mettre en place un projet afin de lutter contre la dénutrition qui, vous imaginez bien, il y a 10 ans encore, était encore plus méconnue qu'aujourd'hui. Et donc, pour ce faire, à l'époque, a été choisi de réunir une équipe pluriprofessionnelle. C'est une dynamique que nous avons conservée, qui réunit donc un maillage de professionnels afin d'avoir une vraie collaboration forte avec un objectif commun au bénéfice du patient, en développant les compétences et la connaissance de la dénutrition, de ses mécanismes, de ses modalités de repérage pour une meilleure prise en charge. Donc, ce maillage a la vertu d'avoir des professionnels de différents métiers qui permet justement d'amener de l'expertise de chacun de ces métiers, avec des diététiciens, avec les infirmières en nutrition, les médecins nutritionnistes, les cadres diététiciens. Et cette coordination a permis de bien avancer pendant toutes ces années. On a également, au fil des années de ce projet, rajouté des coopérations, comme les correspondants nutrition, qu'on a voulu être des professionnels de chaque unité, et donc un binôme composé d'aides-soignants et d'infirmiers, des acteurs forts de cette prise en charge dans les unités de soins. Et puis, pour animer finalement ces ressources, des coordonnateurs de correspondants nutrition, un binôme cadre de santé et cadre diététicien pour là aussi avoir des métiers qui permettent de faire évoluer et d'animer ces correspondants nutrition. Donc ça, c'est une espèce d'ossature finalement qui a été mise en place dès 2010, qui s'est enrichie au fil des années, des expériences et qui a bien sûr continué d'évoluer. Donc, on a mis en place ces EPP dénutrition qui, comme vous le savez, ont plusieurs étapes à travers des audits, à travers des actions d'amélioration, pour lesquelles on propose donc des ateliers qui permettent de faire monter en compétences ou de rappeler des bonnes pratiques ou des aides à ces bonnes pratiques. Donc, depuis 2010, 139 unités ont été concernées. Je vous laisse découvrir sur la diapositive. 67 EPP validés, ce qui représente 48% du volume. Et puis, des EPP en cours, 49%. Et puis, encore 4 unités à démarcher, soit 3%. Donc, on peut voir quand même au fil des années une vraie progression et une montée en compétences qui nécessite d'être régulièrement mobilisée parce qu'on voit que c'est un sujet qu'il faut en permanence rappeler et essayer de retrouver des motivations et rappeler l'importance, entre autres, du relevé des critères anthropométriques.
L'idée est aussi de renforcer la communication de ces résultats. Donc, différents supports ont été créés pour permettre la communication plus facile du cadre vers son équipe dans le cadre de ces EPP, à travers des affichettes, à travers différents supports que l'on veut toujours faciles à lire, dynamiques. L'idée étant que les unités comment dire, les récupèrent avec facilité. Tout ça, évidemment, dans un objectif aussi de valorisation de ces activités pour une optimisation de la cotation du séjour et que les frais engagés soient aussi porteurs de bénéfices. Vous pouvez encore avancer un petit peu la diapo. Merci. Donc, des supports de formation pour réactualiser en fonction des besoins, qui s'appuient également sur les différents excusez-moi, je ne trouve pas mes mots, les différents ateliers qui sont créés et dispensés au sein d'unités de soins. C'est aussi la force de ce projet, c'est d'avoir amené très rapidement de la formation au cœur de l'unité de soins et pas que détaché finalement de l'unité de soins. De formation institutionnelle, très axée sur les besoins de montée en compétences qu'on peut recueillir aussi à l'occasion des audits, avec des supports le plus variés possible, pour diversifier finalement les façons de transmettre le message, des constructions de séminaires, rédaction et réactualisation de procédures pour être toujours au plus près des pratiques attendues. Pardon. Je vous laisse avancer la diapo. Merci. Ce projet institutionnel s'appuie également sur des partenariats, entre autres avec l'Institut Paul Bocuse, puisque la formation centrée sur la repas-attitude, excusez-moi, a permis de travailler là aussi au message institutionnel à travers cette formation du service du repas pour non seulement faire monter en compétence nos professionnels, mais traduire également l'ensemble des messages et des projets que l'on a sur le service à l'assiette, sur le savoir-faire et le savoir-être au moment de cette étape de soins. Plus récemment, la petite attitude qui a aussi mobilisé l'équipe support dont j'ai parlé tout à l'heure pour valoriser ce temps de repas qui est extrêmement important pour les patients, souvent le plus apprécié de la journée. Et ce projet se veut vouloir diversifier la proposition que l'on peut faire aux patients et de faire monter en compétence nos professionnels pour savoir proposer aux patients des compositions de petits déjeuners plus adaptées à leurs besoins, évidemment au regard de leurs capacités et des attendus de prescription. La diapo suivante, merci. Donc, on a également en parallèle mobilisé les correspondants nutrition pour développer finalement leur créativité, c'est-à-dire qu'à l'occasion de formations, toujours dans l'idée d'augmenter les compétences et de partager des expériences, on a depuis plusieurs années, lors de ces séminaires et de ces formations, décidé de co-construire avec ces correspondants nutrition des documents se voulant être pédagogiques. Construire un document par des professionnels pour des professionnels permet finalement plus facilement l'appropriation. Donc, on a différentes thématiques dans ces rencontres, le jeûne nocturne, la sécurité des repas par rapport aux textures, avec des aides à la compréhension des différentes textures. Et là, plus récemment, dans la dernière version de cette formation, une réflexion sur l'évaluation de l'appétit, avec beaucoup de création de ces professionnels. Donc, je dirais, pour conclure, qu'on a une vraie volonté de poursuivre cet engagement de la lutte contre la dénutrition. Il faut savoir se renouveler, on se le dit régulièrement avec l'ensemble de l'équipe. Il y a des hauts, il y a des bas. Pour autant, il faut aussi regarder le travail accompli en 10 ans. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est un sujet qui demandera toujours à être remobilisé, mais ça a avancé. On a des professionnels qui aujourd'hui sont plus au fait de cette dénutrition, plus sensibles aussi, et il y a un réel engagement sur le terrain, pas toujours à hauteur de ce qu'on souhaiterait, mais il y a eu une avancée. Et puis la nouvelle perspective de la création de l'UDTN,
dans lequel, évidemment, on va s'inscrire pleinement à travers les différents projets et continuer à apporter cette lutte contre la dénutrition. Merci beaucoup, Sophie. Donc, nous allons pouvoir passer, s'il n'y a pas de questions, je n'en vois pas au niveau des conversations, mais s'il n'y a pas de questions par rapport à cette politique institutionnelle de lutte contre la dénutrition qui est menée par la Direction centrale des soins, nous allons pouvoir passer au témoignage de différents services. Julien Depré, cadre de santé dans le service des maladies infectieuses et tropicales, unité Malais. Donc le service d'infectiologie accueille 23 patients sur cette unité et sur l'unité Chadier, 20 patients avec 2 chambres de haut isolement. L'équipe paramédicale est composée de 17 infirmières et 18 aides-soignants. Et donc dans le cadre de la semaine de la dénutrition, nous vous proposons d'interviewer donc 2 référents alimentation, ici Anne-Laure, infirmière, et Fabien, aide-soignant. Du coup, je laisse la parole à Dominique, notre diététicienne, qui va procéder à l'interview. Voilà, donc Dominique, diététicienne, j'interviens donc dans les services de maladies infectieuses depuis très très longtemps. Et juste pour compléter ce que vient de dire effectivement Monsieur Després, voilà, les maladies infectieuses sont vraiment investies dans le dépistage de la dénutrition depuis 2012. Ça a été l'un des premiers services pilotes à dépister la dénutrition. Donc, je travaille en collaboration avec Fabien et Anne-Laure. Alors, Anne-Laure, est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que vous avez mis en place par rapport à ce dépistage de la dénutrition? Alors, on a mis en place le projet Petit Déjeuner Attitude que nous avons commencé au mois de septembre là, de cette année. En collaboration avec toute l'équipe paramédicale et Dominique. Voilà, donc nous avons eu plusieurs temps d'échange pour mettre en place ce projet avec l'équipe, pour évaluer les besoins selon la population que nous avons accueillie, que nous accueillons. Nous avons réorganisé notre chariot petit déjeuner pour offrir un large panel de denrées voilà, à nos patients, parce qu'on sait que c'est un moment important de la journée et le mieux consommé également sur les 3 repas. L'équipe, donc mes collègues aides-soignants comme infirmiers, ont suivi très bien dès le début. La communication, elle se fait au jour le jour, mais tout se passe très bien. La logistique, finalement, c'est une chose qui est simple, qui s'est fait simplement et naturellement, par l'échange au quotidien. Et puis les patients sont très satisfaits. Les patients sont satisfaits à l'entrée. Alors, concrètement, vous pouvez nous dire un petit peu donc justement ce qui a changé par rapport à ce petit déjeuner que vous avez mis en place? Alors, on a augmenté l'offre de produits qui existait déjà. Nous avons rajouté notamment davantage de laitage, qui était un besoin et qui était réclamé par le patient au moment du petit déjeuner. On nous a ajouté des céréales, de la pâte à tartiner, des fruits, voilà, pour vraiment faire le petit déjeuner complet. Voilà, donc ça c'est un échange qui se fait le matin à notre tour. On a également des affiches qui sont dans chacune des chambres du patient, qui proposent chaque produit disponible, enfin, selon disponibilité, et traduit en anglais pour une population étrangère que nous accueillons, une petite majorité de patients, une majorité de patients quand même que nous accueillons. Voilà. Vous pouvez nous dire aussi un petit peu ce que vous avez demandé comme matériel pour justement pouvoir un petit peu répondre à cette petit-déj attitude? La grande nouveauté notamment, c'est les glacières pour pouvoir faire le transport, on va dire, de manière sanitaire comme il faut, en mettant le laitage, toutes les choses qui se conservent au frais. Donc voilà, ça c'est un petit changement, mais qui a l'air de rien, mais qui est important. On a réorganisé notre chariot pour disposer au mieux nos produits. Voilà, sans faire voilà. Et voilà.
Et concrètement, à un mois à peu près, 2 mois maintenant, vous avez démarré peut-être en septembre. Hein. Oui, oui. Vous pouvez nous dire un petit peu, vous en avez déjà un petit peu parlé, est-ce que, voilà, un petit peu le ressenti des patients, l'équipe. Bon, les patients, je suis surpris aussi parce que bon, il y a des gens qui arrivent, déjà, c'est l'alimentation, c'est compliqué pour eux, on sent qu'il y a un blocage, et dès que je leur parle du projet, je leur montre la fiche et je leur explique un petit peu la variété des produits qu'il va y avoir, déjà ils n'en reviennent pas. Il y a quelques-uns qui font qui sont surpris, et puis en même temps qui sont agréablement surpris, quoi. Parce que pour eux, c'est une bonne chose. Voilà. Oui, c'est une satisfaction globale du patient. Oui. Après, on a encore quelques ajustements à faire dans l'équipe, mais globalement, c'est plutôt positif. Voilà. Bien, je vous remercie pour votre collaboration. Merci. Josiane Bourget, je suis cadre de santé à l'hôpital Isoario dans le service de néphrologie hypertension artérielle. Le service a 25 lits d'hospitalisation conventionnelle et hospitalisation de semaine, et l'équipe paramédicale qui assure l'activité de ce service est composée de 9 infirmières et 9 aides-soignantes. Nous sommes maintenant engagés depuis plusieurs années dans le projet de la lutte contre la dénutrition, et nous allons vous présenter un petit peu comment se découle ce projet. Je suis accompagnée actuellement par Marine, diététicienne, et Cécile, qui est aide-soignante dans le service. Du coup, Cécile, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous faites, vous, dans le service, pour lutter contre la dénutrition? Bien sûr. Alors, du coup, on a pu avoir une formation avec l'Institut Paul Bocuse qui nous a donné des assiettes, plein de petites choses pour mettre en place des repas qui donnent plus envie aux patients. On travaille aussi en collaboration, du coup, avec toi pour faire part de nos difficultés. Tu as mis des choses en place, des alimentaires, des compléments nutritionnels oraux. Et on travaille aussi en ce moment sur les petits déjeuners. On appelle ça petit déjeuner attitude. Du coup, on va pouvoir proposer aux patients ses envies, ses habitudes alimentaires aussi et ses besoins. Par exemple, ça peut être du fromage le matin, si à la maison c'est ses habitudes, d'avoir un peu plus de fromage, blanc, des yaourts, des choses comme ça. Et vraiment adapter le petit déjeuner qui est un repas très important après un jeûne nocturne qui est quand même conséquent. D'avoir un repas très complet sur ce matin. Ok. Voilà. Il me semble que vous faites aussi du service à l'assiette de temps en temps, c'est ça? Bien sûr. Je vais vous montrer un peu ce qu'on fait. Donc là, on a un exemple d'un plateau qui peut convenir à un patient qui est dénutri ou alors qui n'a pas trop d'appétit parce que un stress d'hospitalisation ou pour des douleurs, peu importe. Mais aussi à risque de dénutrition. Donc on va présenter par exemple une entrée dans des proportions plutôt moyennes pour pas trop non plus l'écurer, dans des jolies petites verrines. On a aussi des assiettes. Donc là la proportion paraît petite par rapport aux barquettes de base qui est voulu pour ne pas faire peur aux patients en lui donnant des petites quantités pour pas se dire oulala il y a tout ça à manger, du coup qu'il puisse manger à sa faim tout n'ayant pas écuré. Un petit yaourt, très important les produits laitiers. Et les compotes qu'on peut présenter dans des verrines pour donner un côté quand même un peu plus sympa, un peu moins hospitalier. Voilà. Et après, on peut présenter aussi, je vais vous montrer un exemple de complément alimentaire qu'on va donner à distance des repas. Donc généralement, c'est à peu près 2 heures après le repas et on peut les présenter sous cette forme-là que je vais vous montrer. Donc, là, je vous l'apporte comme ça avec le petit gâteau. On peut le poser dedans. Là, je le pose parce que j'ai peur que ça coule. Et du coup, là, on a un petit complément alimentaire à la vanille qui, présenté dans un petit verre pour avoir un côté plus sympathique. Voilà. Très bien. Bon, en tout cas, merci au service de P1 pour toute votre implication. Merci. Bonjour, je suis Mallory Demont, infirmière puéricultrice en réanimation pédiatrique à Lyon. Je vais vous parler du travail qui a été conduit au sein de notre unité Manger en réanimation pédiatrique, du soin au plaisir. Tout d'abord, la réanimation pédiatrique. C'est un service de 23 lits en chambre seule. On accueille les enfants de 0 à 18 ans pour des prises en charge médicales ou chirurgicales, pour des enfants qui ont des maladies chroniques ou aiguës, avec un enjeu vital. L'équipe est composée de 65 infirmières et puéricultrices, de 30 auxiliaires de puériculture, de 12 médecins, d'étudiants médicaux et paramédicaux, de kinésithérapeutes, d'une diététicienne. Les visites sont autorisées pour les parents 24 heures sur 24.
Les fratries ont la possibilité de rentrer visiter l'enfant hospitalisé. 2 personnes par jour ont aussi la possibilité de rendre visite à l'enfant hospitalisé entre 15h et 18h30 en présence des parents. Voici la photo d'une de nos chambres. Le contexte de départ, c'est qu'on s'est aperçu qu'un certain nombre d'enfants non négligeables hospitalisés au sein du service de réanimation pédiatrique pouvaient continuer ou reprendre une alimentation orale et il semblait que cette dernière soit peu pratiquée au sein de notre unité. L'idée était donc de promouvoir l'alimentation orale comme un soin. Le point de départ, la première réunion a eu lieu le 11 décembre 2012. On a constitué un groupe pluridisciplinaire composé d'un médecin, des cadres de santé, de puéricultrices et d'infirmières, d'auxiliaires de puériculture, de la diététicienne, la psychologue, l'orthophoniste et la psychomotricienne. Les objectifs du groupe étaient de réhabiliter l'alimentation orale au statut de soin, de promouvoir le plaisir de manger chez le patient, de promouvoir pour la famille le plaisir de faire manger leur enfant, de promouvoir pour les soignants le plaisir de faire manger l'enfant hospitalisé. Les problématiques mises en évidence. Tout d'abord, l'alimentation à l'hôpital. L'idée reçue, c'est qu'on ne mange pas très bien à l'hôpital, que cette alimentation n'est pas forcément adaptée à l'enfant, que les parents n'ont pas forcément connaissance de la possibilité d'apporter à manger à leur enfant. Ensuite, le matériel disponible. L'alimentation est livrée en barquette. Les enfants mangent dans leur lit. Enfin, la prise en charge en réanimation pédiatrique, ça veut dire un enjeu vital, une notion de temps, mais aussi des apports nutritionnels essentiels qui doivent répondre aux besoins de l'enfant. Voici l'exemple d'un plateau qui pouvait être proposé à l'enfant hospitalisé. La méthode de travail qui a été choisie était de réaliser une évaluation des pratiques. Au niveau professionnel, tout d'abord, sensibiliser l'équipe, valoriser le projet et partager ce travail avec les autres unités pédiatriques. En ce qui concerne l'enfant et sa famille, il était essentiel d'impliquer les parents dans le projet et d'évaluer la satisfaction de l'enfant et celle de ses parents. Dans un premier temps, la phase pré-interventionnelle. On a évalué les moyens. Quel matériel on avait de disponible? Est-ce qu'on avait de la vaisselle, des couverts? Évaluer l'installation des enfants. On a des chaises hautes, des tables, des adaptables. Quelle alimentation a été proposée? Les quantités et la qualité. On a choisi de mener une enquête auprès des soignants, des enfants et des parents, en questionnant les notions de soins, les notions de plaisir, les pratiques et les attentes. En 2013, nous avons donc distribué des questionnaires aux soignants et d'autres aux familles. 97 sur 130 professionnels ont répondu, ce qui représente 75% de participation. On a eu le retour de 52 familles. Il ressort des données un ressenti commun. Tout d'abord, il s'agit d'un soin important. Ensuite, qu'il est important d'impliquer les familles, mais que cela est peu fait au sein de l'unité. La notion de plaisir est mise en évidence, ainsi que le manque d'équipement, de matériel. Pour la phase interventionnelle, on a tout d'abord collaboré avec l'Institut Paul Bocuse pour adapter la formation accueil et service des repas en unité de soins au service pédiatrique. On a été 10 soignants à participer. On a créé un classeur soutien à destination des soignants qui reprend les moments forts de cette formation. On a mis en place un room service. On a investi dans du matériel adapté aux enfants hospitalisés, de la vaisselle, des chaises hautes. Enfin, pour mettre en valeur tout le projet, nous avons réalisé une exposition des portraits d'enfants qui sont alimentés au sein de l'unité. Suite à la phase interventionnelle, voici un exemple de plateau repas qui était proposé aux enfants. La phase post-interventionnelle a eu lieu entre 2015 et 2017. On a fait une nouvelle enquête selon les mêmes modalités avec les mêmes questionnaires. On a pu aussi évaluer directement la satisfaction des enfants et des familles lors du service des nouveaux plateaux. On peut sur cette photo visualiser directement le sourire aussi bien de l'enfant que
Les résultats de l'enquête montrent une augmentation, tout d'abord, de l'intégration de l'alimentation orale en tant que soin de 13% chez les soignants, que le plaisir ressenti par l'enfant est augmenté de 26% selon les soignants et de 29% selon les parents, que le plaisir ressenti par les soignants est augmenté de 50%, que les familles sont intégrées au temps du repas pour 22%, que les scores de satisfaction globale sont augmentés de 24% chez les soignants et de 10% chez les enfants et leurs familles. Voici à nouveau une photo qui illustre le plaisir partagé entre l'enfant et son père. La conclusion de l'étude. Ce travail confirme l'efficacité de ce type d'approche dans l'amélioration des pratiques. Il participe à la prévention du syndrome post-réanimation en lien direct avec les nouvelles recommandations, notamment le mieux vivre en réa. Il humanise la réanimation pédiatrique en donnant aux soignants l'opportunité de partager un soin agréable, calme et moins stressant avec l'enfant et sa famille. Il est transposable aux autres unités pédiatriques. Un nouvel exemple de photo. Ce travail a abouti à une publication qui a eu lieu le 7 octobre 2020. L'article a été publié dans Nursing in Critical Care. Ce travail a aussi été félicité par les enfants eux-mêmes. Un exemple. Personnellement, il n'y a rien à redire car le plateau en bois d'être ce qui change le côté triste et il laisse passer le côté espoir et joyeux. Les couverts sont multicolores, je trouve ça sympa. Le verre était juste magnifique car j'ai apprécié le côté cassé, même je pourrais dire aplati. Si je devais donner une note, ce serait un joli 20 sur 20. En conclusion, une belle aventure a commencé, à nous de la faire vivre et durer. 10 ans après, on a toujours le même enthousiasme. Merci aux enfants et aux parents. Avec eux, ce projet a pris une dimension humaine et vraie. Merci aux mécènes. Avec eux, ce projet s'est inscrit dans la faisabilité. Je vous remercie. Très bien. En effet, un beau projet avec une belle implication d'une équipe sur une étude conduite sur plusieurs années avec au bout de cette étude une publication. Donc un beau travail réalisé. Et donc ces 3 témoignages nous montrent combien nos professionnels sont investis au quotidien pour lutter contre la dénutrition et permettre aux patients d'avoir l'envie de manger durant leur hospitalisation. Je ne vois pas de questions dans la boîte de conversation, donc le webinaire va s'achever là. Je vais vous donner rendez-vous demain à la même heure, 14h30. Cette fois, nous aurons un échange sur la déclaration de l'ESPEN 2022 à Vienne qui porte sur les droits à l'alimentation et aux soins nutritionnels. Et c'est le docteur Cardenas Braz qui nous fera cette présentation. Voilà, je vous souhaite un bon après-midi et je vous dis à demain. Au revoir.